Il y a fort longtemps, dans le lointain passé imaginaire de la Terre, des peuples se sont battus contre les forces du mal. Dans les tumultes du monde, la Terre du Milieu connut de nombreux ravages. C'est l'époque où les hommes, les elfes et les nains s'unirent contre Sauron, le seigneur des ténèbres. Le maître du mal avait forgé l'anneau unique pour gouverner toutes les races. Récupéré par un petit homme, un hobbit, l'anneau unique suscite toutes les convoitises. Il faut à tout prix le détruire. La communauté de l'anneau commence alors un long et dangereux périple à travers la Terre du Milieu. Ils vont traverser des rivières, des forêts où les arbres parlent. Ils vont se battre contre les affreux orques de Saruman, le magicien blanc. Ils vont traverser les monts brumeux, passer le Gondor, le dernier royaume des hommes libres, aboutir à la trouée du Rohan, le pays des seigneurs des chevaux, pour demander de l'aide au bon roi des Doras. Ils vont toucher aux profondeurs du monde dans les mines de la Moria, creusées par les nains. Ils vont gravir les montagnes solitaires, réussir à passer l'infranchissable et vertigineux col de Caradhras. Et suivre enfin le sournois Gollum qui offre de les guider vers les terres du Mordor, le pays de Sauron, et le terme de ce voyage épique. C'est en Nouvelle-Zélande, ce pays composé de deux îles principales, l'île du Nord et l'île du Sud, que Peter Jackson a entièrement filmé la trilogie du Seigneur des Anneaux, l'œuvre de J.R.R. Tolkien, publiée dans les années 1930. Si le monde fantastique créé par l'auteur britannique s'inspire largement de l'Angleterre médiévale, la région de Waikato sur l'île du Nord incarne idéalement le pays des collines vertes de la Terre du Milieu. Cette région agricole, la plus riche de Nouvelle-Zélande, a été achetée aux Maoris au XIXe siècle par un Anglais qui va la faire prospérer en élevant des chevaux et des moutons. Dans l'histoire de Tolkien, c'est le décor de la comté, un véritable paradis en cette terre du milieu dévastée. Derrière ces vertes collines se cache Hobbitbourg, le village des Hobbits, construit sur la ferme de Russell Alexander. L'histoire commence ici, dans la petite maison d'un hobbit, un peuple dont l'origine remonte loin dans les temps anciens, maintenant perdus et oubliés. Ces petites créatures avaient gardé la coutume ancestrale de vivre dans des galeries et des trous, et c'est dans de telles demeures qu'ils se sentaient le plus à l'aise. Le décor cinématographique de Hobbitbourg a été conservé. Chaque matin, des dizaines de jeunes jardiniers l'entretiennent avec beaucoup de cœur pour recevoir les 500 000 visiteurs qui se pressent ici chaque année. La trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson débute ici, dans ce village aux 44 petites maisons creusées dans le sol sur une infime partie de l'immense domaine agricole de Russell. L'équipe explorait cette région qui est connue pour son paysage vallonné et fertile. Elle ne pouvait pas trouver meilleur endroit que ce cadre paisible pour Hobbitbourg. Il y avait tout, le grand arbre, la colline, les champs. C'était plein de possibilités, comme construire l'auberge du Dragon Vert qu'on voit derrière moi. Si le domaine de Russell correspondait en tout point à ce que recherchait l'équipe du film, c'est cet arbre monumental sous lequel Bilbo fête ses 111 ans qui va décider Peter Jackson à construire ici Hobbitbourg. Il faut beaucoup de monde pour créer et entretenir tous les accessoires et les décors, et pour s'occuper des fleurs et des jardins. Le travail ne manque pas, de l'aménagement paysager au jardinage en passant par la nourriture, qui doit correspondre aux habitudes des habitants de la comté. Tout doit être aussi authentique que possible.
Je fais partie de l'équipe d'entretien. Je m'assure que l'herbe reste bien verte et drue et brillante. L'été en particulier. Quand il fait chaud et sec à Matamata, il faut éviter qu'elle brunisse. Les jardins ne sont pas parfaits. On les laisse un peu en désordre pour qu'ils n'aient pas l'air trop manucurés. L'herbe est un peu haute. Ce n'est pas trop raffiné, trop ripolliné. Les plantes poussent comme elles veulent, du moment qu'elles n'envahissent pas les allées. Beaucoup de gens aimeraient vivre ici, et ce serait bien. De toute évidence, les trous de Hobbit ne sont pas faits pour les humains. Mais on ne sait jamais, peut-être qu'un jour on en construira un. Le décor est exactement le même que pendant le tournage. Ils ont essayé de le rendre le plus vrai possible, avec des vêtements en train de sécher, de la fumée qui sort des cheminées. Ces collines ondulantes sont un immense plateau très réel et très différent, unique au monde. Pour Frodon Sake, Sam et ses compères, le voyage commence. Il faut quitter la comté rapidement. L'anneau unique n'est plus en sécurité. Dans le récit épique de Tolkien, la communauté de l'anneau entame alors un long périple à travers une multitude de paysages fantastiques. Pays de fiction, la géographie de la Terre du Milieu trouve en Nouvelle-Zélande sa véritable incarnation. Et le monde que parcourent nos héros est tout autant sur Terre que souterrain. La Nouvelle-Zélande n'a pas une longue histoire. L'exploration est récente. Si on était en Europe, on aurait déjà découvert presque toutes les grottes. Mais ici, ce n'est que le début. Ces 5 dernières années, on a trouvé davantage de cavernes qu'au cours des 20 ans précédents. Il nous reste énormément à découvrir. Pays entièrement recouvert de forêts il y a encore à peine 2 siècles, la Nouvelle-Zélande a été abondamment exploitée pour la qualité de son bois par les premiers colons qui débarquèrent sur ces îles. Dans ces immensités, il reste de nombreux endroits sauvages, comme la jungle où il est difficile de progresser et facile de se perdre. La vie humaine est très brève et le temps géologique sans limite. C'est une notion difficile à concevoir. À l'échelle géologique, 450 millions d'années ne signifie rien, mais c'est beaucoup plus que la durée de la présence humaine sur la planète. Le temps géologique est presque infini. Dans la trilogie de Tolkien, les membres de la communauté de l'anneau s'enfoncent dans les profondeurs de la Terre pour atteindre les ruines souterraines de l'ancienne cité des nains, les mines de la Moria. Depuis l'âge de 16 ans, Neil Silverwood parcourt le monde souterrain de la Nouvelle-Zélande. Spéléologue reconnu, il participe à de grandes expéditions dans ce pays pour comprendre son système de cavités naturelles. La spéléologie est ma passion parce que j'aime l'aventure, les difficultés, le sentiment de ne pas savoir ce qui vous attend, ce qui va vous arriver. Et j'adore les expéditions un peu galères, où rien ne se passe comme prévu.
J'aime autant les bons moments que les mauvais. Très peu d'endroits sont encore inexplorés sur la planète, à part les océans et les grottes. On a atteint tous les coins du globe, on les a photographiés, filmés, dévoilés, mais pas les grottes. On ne sait pas à quoi la carte va ressembler. Il n'y a pas de carte. Nous sommes à Owens Cliff, un réseau de grottes situé sur la côte ouest de l'île du Sud. Cette grotte n'a été découverte qu'il y a une vingtaine d'années. C'est un endroit très particulier pour moi. Très peu de gens savent où elle se trouve. Il y a peut-être 20 ou 30 personnes qui sont venues ici. Mon père et moi sommes les premiers êtres humains à avoir parcouru cette salle. C'est notre grotte secrète. Voici ce qu'on appelle des draperies. Comment se forment-elles? C'est de l'eau et du gaz carbonique qui se combinent pour former un acide carbonique léger. Celui-ci ruisselle le long des parois et se dépose sous forme de calcite pur. Cela prend beaucoup de temps, des siècles. C'est un vestige de la vie datant de 30 millions d'années. C'est vraiment unique. Dans une autre salle de la grotte, des centaines de milliers de vers luisants, ces longs vers bioluminescents et transparents, attendent patiemment leur proie. Les vers luisants vivent 9 mois, puis ils se nymphosent et se transforment en fongicoles, de tout petits moucherons qui vivent 3 jours. Les femelles luisent, mais pas les mâles. Si vous n'aviez que 3 jours à vivre, que feriez-vous? Chaque ver laisse pendre 20 ou 30 fils de soie recouverts d'un mucus paralysant qui émettent une lueur bleu-vert pour attirer les insectes. En voyant la lumière, ces derniers la prennent pour la sortie. Ils volent vers les fils et se font piéger et tuer par le mucus. Ces vers luisants sont très particuliers, uniques. On ne peut les voir qu'en Nouvelle-Zélande. On dirait des étoiles. C'est très beau cette lumière bleu-vert sur le fond noir de la roche. Oui, ils sont vraiment uniques. Les forces du mal sont à l'œuvre. Les orques de Sauron se sont multipliés et ils se rapprochent du territoire des hommes. La communauté de l'anneau va chercher de l'aide à Edoras, un royaume de la Terre du Milieu et la capitale du Rohan. Dans le centre de l'île du Sud, le mont Sunday, avec la chaîne des Alpes néo-zélandaises en toile de fond, a servi de décor pour le Seigneur des Anneaux. Ici furent construits la forteresse d'Edoras et la demeure du bon roi Théoden. Bâti sur ce promontoire rocheux de 600 mètres de hauteur, fortifié pour résister à des vents de 130 km/h, ce fut l'un des décors majeurs de la trilogie.
Après le tournage, les décors ont été démontés, laissant le lieu tel qu'il était, intact. Au bout de la route qui mène au mont Sunday, et à moins d'1 kilomètre, la ferme d'Erewhon est comme la dernière frontière d'un monde libre et naturel. L'âme d'Erewhon. Ce sont d'abord ces imposants chevaux d'un autre siècle, les Clydesdale, qui furent importés d'Écosse au XIXe siècle pour travailler la terre et construire le pays. Si cet endroit n'est pas pour tout le monde, son authenticité est à la mesure d'Erin, cet ex-professeur de collège qui a été figurante sur le tournage du Seigneur des Anneaux. Erewhon est aujourd'hui le plus grand élevage de Clydesdale de Nouvelle-Zélande. Et en dépit de la mécanisation, ces géants sont toujours utilisés pour travailler la terre et assurer le transport autour de cette ferme de 13 000 hectares, soit presque 1,5 fois la surface de Paris intramuros. Le travail avec les chevaux nous tient très occupés. On se lève très tôt le matin, surtout au printemps quand il faut labourer. Ça irait sûrement beaucoup plus vite si on se contentait de tourner la clé du tracteur. Mais on adore les chevaux. Et c'est une forme de respect pour cet endroit. Mais c'est très agréable. Alors on s'y met et on aime ce qu'on fait. Je nous considère surtout comme les gardiens de ces terres. Le but est de les préserver au maximum, tout en ayant des activités agricoles à très petite échelle. Du fait de l'environnement, on ne peut pas faire pousser beaucoup d'herbes dans l'année, et donc avoir de grands troupeaux. Nous voulons conserver les traditions ici. C'est ce qui nous pousse hors du lit le matin pour accomplir notre tâche. Erewhon est aussi un fier débarras de machines en tout genre. Une dizaine de vieilles charrues et de carrioles, tout en état de fonctionner, sont entreposées ici et là. C'est le musée vivant entretenu par Colin, le charismatique patron d'Erewhon et le compagnon d'Erin. Ils ont tous deux en commun l'amour de ces chevaux et de ce mode de vie respectueux de la terre et des ancêtres. D'après moi, ce chariot a plus de 100 ans. On l'a acheté parce qu'il est assez léger pour les spectacles. On le garde pour les défilés et ce genre de choses. J'essaye de réparer les freins. Ce patin m'a l'air un peu abîmé. Les têtes des vis sont trop usées. On n'est pas forcément doué pour tout, mais il faut pouvoir faire toutes sortes de choses. J'aime pas trop avoir les mains dans le cambouis, mais ça arrive souvent, malheureusement. De février, en plein été en Nouvelle-Zélande, c'est la saison de la récolte de l'avoine pour les chevaux. Et parfois, pour mener à bien un tel travail, Erewhon fait une entorse à la tradition en faisant se côtoyer des époques différentes.
On est obligé de faire certains travaux avec les engins agricoles parce qu'on fauche 25 hectares à la fois. Avec les chevaux, ça nous prendrait 3 ou 4 jours. Alors qu'avec un tracteur et une faucheuse, c'est terminé en un après-midi. Mais on utilise les chevaux partout où c'est possible. La ferme d'Erewhon accueille tout le long de l'année des jeunes du monde entier qui viennent ici travailler quelques jours ou quelques mois. En échange d'un hébergement et des repas, une manière heureuse de découvrir un vieux métier. Je ne sais pas qui a fabriqué ces machines, mais elles datent toutes de l'époque où on se servait encore des chevaux, au début du XXe siècle. Dans l'ancien temps, les gens utilisaient beaucoup les charrettes à 2 roues tirées par un seul cheval. C'est comme ça qu'on transportait l'avoine jusqu'aux meules. Juste en dessous, dans le fossé. C'est à l'abri du vent. Moi, à ta place, j'irai jusqu'à la Pointe Noire. Après, l'ascension est facile. C'est quand même loin, mais ça monte doucement. Faudra se lever tôt? Oui, le mieux serait d'y aller au lever du soleil. Tout à fait. On vient aussi à Erewhon pour marcher dans ce pays de nulle part, soufflé sans fin par les vents qui s'engouffrent dans les larges vallées de la rivière Rangitata. Dans ces vastes étendues solitaires se trouve une vallée de la Terre du Milieu qui a servi de fond de décor pour créer le gouffre de Helm, la forteresse réputée imprenable construite par les hommes du Gondor. Ici s'est déroulé le 3e affrontement du Seigneur des Anneaux, entre les armées de Saruman et les hommes. Ce sont des chiens de travail. Et quand on les traite bien, ils sont excellents. Dans le travail de tous les jours, si les moutons s'échappent ou qu'il y a un problème, ils en font plus sans qu'on leur demande. C'est ce qui fait les très bons chiens. C'est comme les bons chevaux, les bonnes personnes, les bons sportifs. Ils vont au-delà de ce qu'on attend d'eux. Depuis le 19e siècle, la ferme d'Erewhon a connu de nombreux propriétaires. Certains y ont prospéré, d'autres s'y sont ruinés. Car vivre et travailler dans ce haut pays est une véritable profession de foi envers le monde et la nature. On est complètement insignifiant face à la nature. Un homme, ses chiens et son cheval, perdus dans les vastes étendues des montagnes. Elles nous font la vie dure, mais c'est vraiment sympa. On a beau avoir les muscles endoloris à la fin de la journée, on adore ça. Notre temps sur Terre est très limité. Légalement, cette propriété nous appartient, mais en réalité, nous n'en sommes que les gardiens, les intendants si vous préférez. Le secret, c'est d'apprécier d'être là et d'en profiter au maximum. Oui, le temps passé ici est un vrai trésor.
Dans l'île du Sud se trouve l'une des régions les plus humides et les plus isolées au monde, le Fiordland. C'est ici que se rencontrent la plaque australienne et celle du Pacifique. Sous la pression, sont nées les Alpes des Antipodes, avec 17 sommets de plus de 3000 mètres d'altitude et plus de 300 glaciers. C'est aussi la source d'inspiration de la trilogie du Seigneur des Anneaux pour recréer la chaîne de montagnes enneigées de la Terre du Milieu que tente en vain de franchir la communauté de l'Anneau. Nul autre passage n'existe. Il leur faut franchir le vertigineux col de Caradhras pour rejoindre le Mordor. La néo-zélandaise Lydia Braddé a appris à grimper dans ces rudes montagnes. Cette alpiniste hors pair est la première femme à avoir atteint en 1988 le sommet de l'Everest sans oxygène. Les Alpes du sud de la Nouvelle-Zélande lui rappellent les dures conditions de l'Himalaya. Ce qui est étonnant, c'est qu'il existe seulement 3 cols sur toute la longueur de la chaîne montagneuse de l'île du Sud. L'île du Nord ne compte que 4 montagnes et ce sont des volcans. Il faut dire aussi que la Nouvelle-Zélande ressemble beaucoup à l'Himalaya. On a d'immenses glaciers avec d'énormes crevasses et ces pentes sont brûlantes en été sous le soleil. Comme le disait Phil, la roche n'est pas très solide. Elle se détache comme là-bas et on parcourt de très longues distances. C'est en partie pour cela qu'on a si bien réussi dans l'Himalaya, parce qu'on sait souffrir. On a l'habitude de marcher sur les glaciers. C'est épique, vraiment épique. Il faut être excellent. Ce n'est pas un endroit pour débutants. Pas de novices ici. C'est trop grave si ça tourne mal. Voici le plus grand mur de Nouvelle-Zélande, le Cape Wall, 1300 mètres de verticalité brute sur 1800 mètres de large. C'est un monstre à franchir. Et seuls les grimpeurs les plus expérimentés se risquent sur cette paroi. Ils se sont rencontrés sur le chemin des montagnes d'Aran, eux qui parcourent le monde dans une quête aux endroits extrêmes. Stephen Fortune, Softon Presley et Tim Exley se retrouvent au pied du mythique Cape Wall, que Sir Edmund Hillary a vaincu en 1970. Au pied de ce mur de granit, les premiers mètres sont équipés. Le reste se fait sans assurage jusqu'au sommet, 1300 mètres plus haut. Face à une paroi rocheuse, chaque mètre d'escalade est un problème que tu dois résoudre avec ton cerveau et ton corps. Il existe une variété infinie de roches, d'angles et de prises, et un nombre infini de problèmes que chacun résoudra différemment. C'est ce qui en fait un si beau sport. Si tu trouves des solutions à chaque mètre d'escalade, chaque série de difficultés, chaque casse-tête qui se présente, tu te retrouves dans des endroits magnifiques. Il faut parfois escalader de longues sections sans assurage. Alors tu grimpes, les prises s'enchaînent, c'est surprenant. Tu regardes en bas et tu es loin au-dessus de tes points d'ancrage. Si tu tombes, c'est fini. La roche du Cape Wall est immaculée, c'est incroyable. C'est du granit superbe, très solide.
Tu peux grimper en confiance sans te demander constamment si les prises vont lâcher. Tu es libre dans tes mouvements et tu n'as pas à trop t'inquiéter. C'est un endroit extraordinaire. D'un côté, ce haut plateau glaciaire, et de l'autre, on voit l'océan. C'est vraiment fabuleux. L'océan, la forêt, des glaciers, des murs rocheux. C'est incroyable de voir tout cela réuni dans une zone aussi réduite et proche de la côte. C'est unique au monde. Tu en as entendu parler, tu as lu des articles dessus, mais c'est comme un décor de film. Tu n'as pas l'impression que c'est réel tant que tu n'es pas venu. Tu crois que c'est un rêve. C'est bon, Steve. J'y suis. Je suis arrivé. Dans la chaîne de montagnes d'Aran, la roche a été repoussée vers le haut par les nombreux tremblements de terre qui secouent la région depuis des millions d'années. La glace et son irrésistible pouvoir sur la roche a forgé ces vallées immenses. Grimper ici reste une expérience incomparable. On peut grimper des segments de murs que personne n'a jamais vus et encore moins escalader. Il n'y a ni carte, ni instruction sur la direction à prendre, ni point d'ancrage fixe. Alors on a une chance incroyable. Regardez comme c'est beau. Oui, pouvoir grimper des parois qui n'ont jamais été touchées, c'est une grande chance. Passé les montagnes, Frodon et Sam rencontrent le sournois Gollum, la fameuse créature rongée par l'anneau. Gollum va être leur guide jusqu'à la terre du Mordor, le but ultime de leur aventure pour bannir les ténèbres qui recouvrent la forêt du monde. Beaucoup de décors utilisés pour le tournage de la trilogie du Seigneur des Anneaux se trouvent sur les terres sacrées des Maoris et les premiers habitants de ce pays. Dans l'île du Nord, la région volcanique du Tongariro est occupée par les Maoris depuis leur arrivée de Polynésie il y a plus de 900 ans. Profondément liés à leur terre, ils connurent dans les derniers siècles nombre de conflits coloniaux qui les dépossédèrent de leur terre et de leur culture. C'est ici qu'un grand leader maori lança la dernière résistance armée contre les spoliations de leurs terres par les colons britanniques. La dernière bataille entre les Anglais et les Maoris se déroula en octobre 1869 dans l'ombre du volcan Tongariro. Propriété des Maoris, les trois grands volcans de l'île du Nord, le Tongariro, le Ruapehu et le Naruroe, sont devenus en 1894 le premier parc national de Nouvelle-Zélande. Peter Jackson a filmé de nombreuses scènes sur ces terres stériles recouvertes de cendres et de poussière. Bubbs est Maori et garde au parc national du Tongariro. En compagnie de son frère, il fait découvrir à leurs jeunes cousins ce lieu hautement sacré pour leur peuple. Là-bas, c'est le Naruroe. Et la lave et les scories noires, c'est l'éruption de 1954.
Là où c'est plus gris, c'est celle de 1945. Celle-ci date de la fin du 19e siècle et celle-là aussi. La dernière éruption du Naruroe remonte à 1975. Au-delà de cette zone, les pluies ont tout balayé au cours des 40 ans passés. Mais normalement, il entre en éruption tous les 25 ans. Le tourisme cinématographique autour du Seigneur des Anneaux attire du monde. Chaque jour, plus de 3000 personnes parcourent le long sentier de randonnée qui traverse le parc, au grand regret des Maoris qui associent ces 3 volcans à des divinités. C'est un mythe. Tongariro est le guerrier, Ruapehu est le protecteur des clans des montagnes, et Naruroe est l'ultime serviteur. Il fait ce qui a été demandé. Il a donc un rôle parmi les clans de ces montagnes et de toutes les montagnes. Une infime partie du parc national est restée privée et appartient toujours aux Maoris. Depuis près d'un millénaire, ils viennent ici renforcer leur énergie spirituelle et physique dans les sources thermales qui sortent du volcan. L'endroit où nous sommes s'appelle Ketetai. C'est un lieu très sacré, très spécial pour toutes les tribus autochtones. Pour les Maoris de la région, il représente notre identité. Il est ce que nous sommes. C'est la terre de nos ancêtres. Il fait partie de nous. C'est notre territoire. Sur ces pentes de soufre et de gaz, les Maoris tentent de conserver leur culture et leur identité. Mais ils se sentent une fois encore dépossédés de leur terre sacrée au profit d'un récit fantastique à l'immense succès commercial. Certaines scènes du Seigneur des Anneaux ont été tournées ici. Et la décision a été prise sans notre accord. C'est dur de faire partie d'un conte de fées. On en a discuté. Le Naruroe, c'est toute notre histoire. Mais beaucoup de gens le voient comme le Mordor. Il est devenu autre chose pour eux. Il nous est difficile de nous battre contre ce que les gens viennent chercher ici. Les volcans du Tongariro sont apparus il y a environ 2 millions d'années. Ils se situent à l'extrémité sud d'une chaîne volcanique longue de 2500 km. C'est le début de la ceinture de feu du Pacifique et l'une des 3 zones d'activité sismique les plus importantes de la planète. Les autres volcans de la Nouvelle-Zélande sont principalement sous-marins. Certains émergent de quelques centaines de mètres, comme l'île volcanique de White Island, située au large de l'île du Nord. Depuis 1970, le volcanologue Brad Scott de l'Institut géologique de Nouvelle-Zélande suit de près les sautes d'humeur de ce volcan. White Island est un endroit passionnant à visiter. Comme le volcan est actif, on peut prendre des mesures, observer l'activité sismique, les tremblements, les gaz qui s'en échappent, le lac du cratère et les sources d'eau chaude. On l'étudie sur la durée pour voir comment il évolue, les moments où il est paisible et ceux où il s'agite. C'est l'une des sources d'eau chaude. Elle émet beaucoup de gaz volcanique, principalement du gaz carbonique.
Celui-ci fuse dans le bassin et l'eau a l'air d'être en ébullition, mais sa température n'est que de 90 degrés. Pour bouillir, elle devrait être à 100. Quand on marche là-bas, on entend les gaz s'échapper du sol. Mais ici, ils doivent passer dans l'eau. La plus récente éruption de White Island date de 2013. Et ce volcan est toujours instable, modifiant en permanence sa topologie. De là où nous sommes, on voit une ligne blanche sur la paroi, là-bas. C'est l'ancien niveau du sol. En 1975, il était 10 à 15 mètres plus bas. Donc la première fois que je suis venu, je marchais 15 mètres en dessous d'ici. Toute cette partie s'est soulevée. Et la pente que nous avons gravie est faite de débris volcaniques. De la boue bouillonnante, un cratère rempli d'acide et des fumerolles qui crachent des gaz de soufre. C'est l'industrie du mal qui est à l'œuvre. Dans la puissante fournaise de la montagne du destin, Frodon Sake parvient enfin à détruire l'anneau unique et à rompre définitivement le pouvoir maléfique de Sauron. C'est ainsi que débuta le 4e âge de la Terre du Milieu. Et la communauté de l'Anneau, bien qu'éternellement liée par l'amitié et l'amour, fut dissoute, écrit Tolkien en achevant le récit du Seigneur des Anneaux. Il n'imaginait sans doute pas qu'un jour, la Terre du Milieu trouverait son incarnation en Nouvelle-Zélande.